Bonjour à tous, chers auditeurs d'Omerta. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, je vous rappelle la disponibilité sur notre application mobile Omerta du dernier documentaire Sugar Baby, l'Eldorado 2.0. Cette application Omerta, vous pouvez la télécharger gratuitement sur Apple Play, Google Store et sur notre site internet www.omertamedia.fr. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'un des témoins, l'un des participants à cette grande enquête sur la prostitution des mineurs, M. Abel Boilly. Bonjour. Bonjour. Vous avez gentiment accepté de collaborer à ce documentaire, je vous en remercie. Vous êtes président d'une association Tous Uniques, Tous Unis. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez d'abord nous présenter votre association ? Donc Tous Uniques, Tous Unis est une association qui a bientôt 8 ans aujourd'hui et qui travaille sur les problématiques inhérentes aux situations de la jeunesse, les violences faites aux femmes et aux enfants et la situation du handicap. Donc nous travaillons beaucoup, près de 400 interventions par an, avec un public surtout basé sur des personnes qui ont besoin de s'insérer ou de se réinsérer dans la société, d'où le lien qui va être fait avec l'objet du documentaire en question. Alors je le disais, vous êtes un des intervenants principaux de notre documentaire. Le terme « Sugar Baby » que nous avons retenu pour l'intituler, c'est un terme qui vous intéresse, on en a parlé un peu hors antenne, et vous considérez que ce terme, il a évolué, sa signification a évolué au cours du temps. Est-ce que vous pourriez nous les expliquer pourquoi ? Tout à fait, parce qu'on va dire qu'il y a 20-25 ans, le terme Sugar Baby était vraiment attribué à des jeunes étudiantes qui se prostituaient. D'ailleurs, d'où vient le terme Sugar Baby ? Ce sont des jeunes filles qui se prostituent et qui sont à la recherche de Sugar Daddy, donc des personnes d'un certain âge, en général la cinquantaine, la soixantaine, voire plus, qui ont de l'argent. Et le terme sugar, c'est cette espèce de plaisir malsain et qui est censé être excitant et qui rapporte de l'argent in fine. Donc on est dans cette espèce de corruption intellectuelle qui brise la vie de beaucoup de personnes. Et ce terme, il a évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sugar baby, ça concerne toute personne qui a des velléités à rentrer dans la prostitution, et notamment beaucoup de filles qui sont mineures, qui peuvent avoir de 11-12 ans jusqu'à 16, 17, 18 ans. Oui, parce que la prostitution, on a coutume de dire que c'est le plus vieux métier du monde, et c'est vrai que traditionnellement, cette prostitution, elle a longtemps été encadrée, puisque les maisons closes étaient un temps autorisées. On se souvient de la légendaire Madame Claude, qui dirigeait un certain nombre d'établissements. Et aujourd'hui, cette prostitution, elle a évolué, elle s'est développée. On a en référence évidemment le bois de Boulogne depuis 40 ans. Mais il y a une dernière évolution, là beaucoup plus récente, avec les réseaux sociaux. Finalement, c'est cette prostitution qui s'est, je dirais, malheureusement démocratisée, y compris aux mineurs. Comment est-ce que vous voyez ce glissement, cette évolution ? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un développement de la prostitution comme ça n'a jamais été le cas ? Alors, je dirais que les pouvoirs publics ont 10 à 15 ans de retard. Jean-Paul Sartre a cette magnifique citation qui dit « Un homme, c'est son époque ». Mais on peut rajouter aussi une délinquance, c'est son époque, une prostitution, c'est son époque. J'aimerais parler un petit peu de l'évolution. Des filles mineures qui se prostituent, ça existe depuis longtemps, mais c'était très marginal avant. C'était très marginal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Début des années 2010, il y a eu l'affaire Zaya. Alors, je ne veux pas parler de cette personne qui a pu s'en sortir et qui a réussi, tant mieux pour elle. Mais la manière dont les médias ont suivi cette histoire. Vous pourriez rappeler qui est Zaya et quelle était un peu Alors, l'histoire ? c'était une prostituée mineure qui était impliquée justement dans une histoire où des footballeurs comme Franck Ribéry ou Karim Benzema avaient été soupçonnés en fait d'avoir, je dirais, abusé de ses services. Et surtout Franck Ribéry qui a été noté. Donc déjà, il faut noter que ce dossier n'a intéressé les médias uniquement parce qu'il y avait des footballeurs internationaux qui étaient concernés. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait une success story en fait de l'histoire de Zaya, c'est-à-dire qu'elle est devenue actrice, elle a fait des défilés pour Jean-Paul Gaultier ou autres, et à la limite, tant mieux pour elle, parce que c'est bien pour elle qu'elle en soit sortie. Mais il n'y a pas eu de prévention. Il n'y a pas eu de prévention pour dire que, attention, ne tombez pas dedans. Parce que qu'est-ce que l'on voit ?
2010, c'est l'explosion des réseaux sociaux aussi, avec l'explosion de la pornographie qui a toujours été présente, mais qui est en pleine explosion aussi, c'est-à-dire une hypersexualisation du corps de la femme, mais dans l'abus. On est vraiment dans ça. Ce qui fait qu'on a beaucoup de filles qui vont sur Internet, qui vont sur TikTok, Snapchat, Instagram. On ne parlera même pas de l'accès au dark web, qui est très facile aujourd'hui et qui développent des complexes parce qu'elles voient des influenceuses, elles voient des artistes qui font l'apologie du lifestyle. D'ailleurs, vous allez sur les réseaux sociaux, l'hashtag lifestyle est peut-être le plus utilisé. C'est-à-dire, j'ai de l'argent, donc je peux voyager, je peux avoir des belles maisons, des belles voitures, mon sac Chanel et mes chaussures Louboutin. Et pour parler de Zaya, je vous coupe, mais pour parler de Zaya, il me semble que d'ailleurs, elle a défendu son métier de prostituée et quasiment, ça se trouve d'ailleurs sur YouTube, dans différentes interviews, elle explique que finalement, c'est un métier comme un autre et quasiment, elle en vient quasiment à moraliser ce métier et en faire quelque chose quasiment d'anodin. Alors ça, on peut dire qu'après, c'est chacun ses convictions. Moi, je ne considérerais pas que c'est un métier comme un autre, surtout quand on a 11, 12, 13, 14 ans. Je vois beaucoup de cas. J'accompagne un certain nombre de jeunes filles qui s'en sortent, qui essaient de s'en sortir, ou même pour certaines qui sont encore dedans, avec vraiment une casse sociale, une casse psychologique et des situations plus dramatiques les unes que les autres. Donc, elle est dans son droit de dire cela. Moi, je dirais tout simplement que je ne suis pas d'accord du tout, parce que c'est quand même une violation permanente de son corps et c'est une autodestruction. Pourquoi? Pour de l'argent facile et il n'y a pas la notion de travail en réalité. Donc pour moi, ce n'est pas un exemple que je donnerais à la jeunesse aujourd'hui. Mais ces jeunes filles, finalement, elles expliquent que c'est leur liberté et qu'on a l'impression que elles réfutent le terme prostitution tout en l'acceptant quelque part. On est un peu dans une zone grise, on n'arrive pas très bien à comprendre le schéma psychologique qui les conduit, qui leur fait expliquer, qui leur apporte une justification à ce qu'elles font. Parce qu'il y a la corruption intellectuelle liée à l'objectif qui est l'argent facile. Vous pouvez l'expliquer, ça? Exactement, c'est-à-dire que le but, c'est de pouvoir... Ces filles qui se prostituent, ces jeunes filles, il ne faut pas croire que c'est pour économiser de l'argent, pour se former un patrimoine qu'elles vont utiliser plus tard. C'est pour pouvoir mener ce que je viens de dire, le lifestyle, avoir le sac Chanel, les chaussures à la mode, les habits, le dernier maquillage, pouvoir voyager. On n'est pas dans la survie, on est dans la consommation. On est dans l'hyperconsommation, c'est-à-dire, je dirais presque que c'est une des dérives malheureuses de la société capitaliste dans laquelle nous vivons. C'est dépenser sans compter, s'éclater, pouvoir voyager. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est le modèle qui est montré à travers les réseaux sociaux via certaines influenceuses, mais aussi certains clips musicaux, notamment un certain genre de rap. Je ne parle pas de toute la culture hip-hop, mais il y a un certain genre de rap qui fait cette apologie, l'hypersexualisation. Et en plus, beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui ne voient leur valeur qu'au travers de cette hypersexualisation. J'ai de la valeur si je suis désirable. J'ai de la valeur si je suis consommable. Et c'est quelque chose qui est terrible aujourd'hui. Vous côtoyez au sein de l'association, beaucoup de jeunes filles qui veulent s'en sortir, qui s'en sont sorties. Quel regard elles portent sur leur activité passée? Est-ce que c'est dur de sortir de ce schéma-là de prostitution quand on est mineur? Alors, il y a multiplicité de cas. Donc, vous avez des filles qui en ont marre et qui s'en sortent parce qu'elles sont tellement dégoûtées. Vous en avez d'autres qui sont chassées des réseaux dans lesquels elles travaillent, dans lesquels elles travaillaient. Et c'est des choses dont on aura l'occasion d'en venir plus tard. Mais souvent, il y a deux choses que je remarque, c'est le dégoût, la destruction psychologique, des chocs post-traumatiques, des cauchemars, le sentiment de se sentir sale en permanence, un rapport avec l'argent qui est dégoûtant, c'est-à-dire que l'argent les dégoûte, beaucoup en sortent et ont horreur de voir même de l'espèce. C'est vraiment compliqué. Et c'est vrai que c'est des personnes que l'on accompagne vraiment pour les aider à reprendre confiance en elles, leur faire comprendre aussi que... il faut se rééduquer dans sa vie intime parce que quand on a été dans une vie hyper sexualisée comme ça, dans une activité sexuelle très importante, parce que certaines filles peuvent faire jusqu'à 10 ou 15 passes par jour, hein, c'est vraiment quelque chose d'effroyable, eh ben, vous avez deux cas, vous avez des filles qui
complètement désorientées sexuellement, c'est-à-dire qui ont toujours besoin d'avoir des rapports régulièrement. Et puis de l'autre côté, vous avez des filles qui font des blocages, c'est-à-dire il y a une frigidité parce que le corps de l'homme les répugne totalement. Donc il y a un accompagnement aussi, on travaille avec des psychologues ou autres, et c'est vraiment pas évident, mais on a quand même des beaux succès. Mais ça fait mal au cœur de voir à quel point une fille peut être détruite, et surtout de voir à quel point elle peut être dans la désillusion, puisque au début, quand elle rentre, elle se dit qu'elle va se faire de l'argent, qu'elle va enfin mener une belle vie, et que ce qu'elle pensait être l'arrivée au paradis s'est transformé en enfer au final. Les filles qui se livrent à ce genre d'activité, est-ce qu'elles ont toutes une prise de conscience et un chemin vers la rédemption pour se sauver, pour s'en sortir? Ou est-ce qu'il arrive qu'il y ait des filles qui persistent et comment ça peut se terminer? Ah non, vous avez des filles qui persistent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont fières. Pour elles, c'est un métier comme un autre. Et puis, comme il y a beaucoup d'anglicismes aujourd'hui dans la langue française, sugar baby, escort girl, donc ça donne un espèce de style, entre guillemets. Après, chacun met sa case de valeur où il voudra, mais beaucoup de filles sont fières de cela. À partir du moment où elles ont de l'argent, et ce qui est terrible à voir, c'est la dissociation que certaines jeunes filles peuvent avoir avec leur corps, en fait. C'est-à-dire, une passe, c'est quoi? Du moment que je peux gagner 200, 300, 400 euros derrière et puis pouvoir m'acheter tout ce que je veux. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle l'escorting et la prostitution? Pour moi, non. C'est exactement la même chose. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il est important de préciser, c'est qu'il y a deux grandes voies de travail, en fait, dans ce domaine. Vous avez les filles qui travaillent de façon indépendante, je dirais. Elles peuvent ouvrir un compte sur OnlyFans, sur Mims ou sur des sites comme Sex Model, Tescort. Voilà, il y a plein de sites. Et même sur d'autres sites de chat. Il y a le site Coco qui, soi-disant, a été fermé. C'est pas vrai, il est toujours ouvert. Vous avez Coco, vous avez chat.fr, rencontreado.net et qui travaillent seuls, qui envoient des photos et puis qui facturent des prestations sexuelles auprès de clients qui peuvent avoir leur âge, qui peuvent être mineurs, mais qui peuvent avoir la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, voire plus. Et puis vous avez la deuxième voie, ce sont des filles qui travaillent dans les réseaux, qui se font recruter par des rabatteuses, qui sont des recruteuses, et qui elles-mêmes peuvent faire ce travail pendant 2-3 ans, puis accéder au stade de rabatteuse elles-mêmes, rabatteuse ou tata. C'est le deux types de noms. Donc voilà. Et ensuite, passer au stade de plutôt rabatteuse, puis devenir tata. C'est-à-dire que tata, c'est au-dessus de rabatteuse. Ce sont les personnes qui s'occupent des escortes, qui leur fournissent les produits maquillage, qui leur fournissent des vêtements, qui louent des appartements ou des maisons via Airbnb pour pouvoir les accueillir, qui les meublent en plus si besoin. Et ensuite, au-dessus de la tata ou de la tata, vous avez la possibilité de gérer une partie du réseau, vous-même. Donc voilà. Mais ce qui est terrible dans ça, et ce qui est la partie la plus dangereuse, c'est que souvent, ces réseaux sont rattachés de près ou de moins près, je dirais exprès, à des réseaux de criminalité. Alors, avant d'en venir à ce point qui est fondamental, est-ce que vous pourriez juste nous dire quel est le profil des clients aujourd'hui qui vont faire cette prostitution de mineurs? Vous avez de tout. Vous avez absolument de tout. Vous pouvez avoir le jeune de 14, 15, 16 ans qui veut avoir sa première relation sexuelle et s'il peut choisir en trouvant un modèle qui se rapproche des fantasmes des films pornographiques qu'il a l'habitude de voir, ben pourquoi se priver? Comme vous pouvez avoir des pompiers, des médecins, des ingénieurs, des pères de famille, des journalistes, des politiques. Il n'y a pas de limite d'âge. Et ce qui se passe, c'est que vous avez deux cas. Certaines filles mentent sur leur âge. Parce qu'une fille aujourd'hui de 17 ans, elle se maquille, elle peut faire croire qu'elle en a 25. Mais lorsque le client sait que la fille est mineure, ça ne le gêne pas, tant qu'il y a consommation sexuelle et notion de plaisir derrière. Et ça aussi, c'est une... D'ailleurs, c'est dans le documentaire, on a une immersion d'une de nos journalistes qui va effectivement rencontrer deux clients potentiels qui ont la cinquantaine, mariés avec des enfants, etc. Mais est-ce que vous pensez que, vous disiez un instant, les jeunes filles peuvent cacher leur âge, etc., se maquiller, se grimer pour faire plus âgées. Mais est-ce que fondamentalement, ce qui attire les clients n'est pas justement le fait qu'elles soient mineures? Bien entendu.
c'est, entre guillemets, excusez-moi l'expression un peu crue, c'est de la chair fraîche. Et puis pour certains hommes qui sont tordus, qui peuvent avoir un certain âge, c'est pouvoir se dire, c'est quelque chose qui les rattache à leur jeunesse perdue quelque part, le besoin de retrouver des sensations fortes. Et puis dans les réseaux de prostitution des mineurs, c'est un petit peu comme sur les sites pornographiques, c'est-à-dire que le client, il peut choisir s'il veut une blonde, s'il veut une brune, s'il veut une Française de phénotype caucasienne, quelqu'un d'origine maghrébine, On fait son quelqu'un marché, quoi. d'origine d'Afrique noire, voilà, exactement. Et c'est ça qui est terrible, c'est cette espèce de marché qui est là avec des hommes qui sont sans vergogne. Est-ce que les filles mineures qui se lancent là-dedans, elles ont conscience justement de l'aspect pervers psychologique des clients qui elles vont vendre leur service ou pas du tout? Il y a multiplicité de cas en général. Quand elles rentrent dedans, il y a une certaine inconscience parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette corruption intellectuelle qui est inhérente à l'attrait de l'argent facile. Et puis, vous avez des clients qui payent pour, en plus d'assouvir leur perversion sexuelle, d'avoir la possibilité de maltraiter les jeunes filles. Moi, j'ai eu des cas où il y avait des clients qui payaient pour avoir le droit d'écraser des cigarettes sur le corps de certaines jeunes filles, pour avoir le droit d'entailler même le corps de certaines jeunes filles avec des couteaux. Il y a vraiment des actes de barbarie, en fait. Et tant que la personne avait payé, eh ben, la fille devait se soumettre. Et ce qui est terrible quand c'est comme ça, c'est que il arrive des cas où des filles sont obligées de boire ou de se droguer pour certaines passes. Voilà, parce que vous avez des hommes vraiment dégoûtants qui sont là pour assouvir leur plaisir sexuel. Là, vous disiez, les jeunes filles sont prises dans une société de consommation à outrance, elles veulent consommer des produits de luxe, mais il y a aussi, donc c'est une démarche individuelle et un peu naïve, motivée par l'argent, mais après, il y a aussi tout l'aspect de réseau criminel Mhm. qui, là, ont organisé un business autour de ça et qui font la chasse et un recrutement très professionnel, finalement, une exploitation très professionnelle de ces jeunes filles. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet aspect criminel? Alors professionnel, pas tant que ça. Parce que souvent, les rabatteuses, comment elles approchent ces jeunes filles, elles ont cette capacité à identifier des jeunes filles qui ont des failles sur le plan psychologique. Ça peut être une jeune fille qui a déjà subi une agression sexuelle, malheureusement, ou un viol. Ça peut être une jeune fille qui est fragilisée parce que les parents ont divorcé, tout simplement. Ça peut être une jeune fille qui est fragilisée parce que, par exemple, elle est dans une famille très bourgeoise, mais un des parents est très absent parce qu'il travaille trop. Et ces rabatteuses ont cette capacité de manipulation à se faire la meilleure amie, la confidente, et à créer même une dépendance. Et ensuite, elle leur propose petit à petit, elle les amène petit à petit, voilà, à leur proposer le fait, est-ce que tu veux gagner de l'argent? À les faire rentrer dans une sorte de seconde famille qui va mieux les comprendre que leur vraie famille à ces jeunes filles, justement. Et c'est là où il y a la perversion, c'est que ce n'est pas professionnel au sens d'un travail bien fait, c'est au sens de la manipulation psychologique, en fait. Et ces filles commencent à rentrer, et moi, je vais vous parler d'un cas très précis. Il y a une rabatteuse qui a approché une fille, et qu'est-ce qu'elle lui a proposé? D'accompagner un gars en soirée. Elle était payée 300 € pour faire semblant d'être sa copine. Il ne se passait rien. Une soirée, 2 soirées, 3 soirées. Ensuite, on lui pose la question, tu veux gagner 500 €? Ben là, faut vous toucher un petit peu plus. Et la personne, elle s'habitue à gagner de l'argent. Tu veux gagner un peu plus, et ben là, tu couches avec les personnes. Et la personne, elle est tombée comme ça dedans. Donc, il y a multiplicité de cas. Et effectivement, par rapport aux organisations criminelles, pourquoi c'est important de parler dessus? C'est parce qu'il y a besoin de logistique. Il y a beaucoup de témoignages de jeunes filles qui disaient qu'elles pouvaient faire jusqu'à 10-15 passes par jour. Mais ce qui est terrible, c'est qu'une fille peut faire une passe à Paris le matin, une passe en Belgique l'après-midi, et le lendemain matin se retrouver en Espagne. Donc il faut de la logistique, il faut des voitures, il faut de l'argent, et il faut pouvoir aussi, dans certains cas, faire des trafics de pièces d'identité. Mais au-dessus de ces mères maquerelles, est-ce qu'il y a un étage supérieur où là on trouve des organisations criminelles? Ça existe, ça? Ça existe, on ne va pas citer de nom, parce que les organisations criminelles ont besoin d'une chose, c'est de liquidité. C'est de liquidité, il y a toujours besoin d'argent. Donc, moyennant
une protection moyennant de la logistique. Ces organisations peuvent prendre une part des revenus qui sortent de ces réseaux de prostitution. Et tout le monde est content, malheureusement, dans ce chemin fallacieux. Est-ce que vous avez décrit ce phénomène de prise en compte et d'organisation des mères maquerelles, l'étage supérieur qui est celui des organisations criminelles, dont la prostitution est une partie des activités. Exactement. Souvent. Mais est-ce qu'il arrive aussi que des jeunes filles finalement gèrent leur activité de prostitution comme on est auto-entrepreneur et qu'elles restent en dehors, Bien entendu. coupées du reste? Bien entendu, vous avez des filles qui sont autonomes, vous avez même des bandes de filles, plusieurs copines qui travaillent entre elles, et puis même vous avez aussi des choses qui sont plus pernicieuses. Comme on disait tout à l'heure, vous pouvez avoir un couple de jeunes adolescents qui sortent ensemble, comme on dit, et puis qui sont par exemple fans de plans à 3 ou à 4, mais le couple accepte de faire en sorte que la prestation soit tarifée. Et ils ne se rendent pas compte que c'est de la prostitution. Mais si à partir du moment où il y a tarification, c'en est. Donc c'est pour ça que je disais au début de l'interview qu'il y a deux voies. Il y a beaucoup de gens qui sont autonomes. Vous avez des personnes qui le font de façon occasionnelle. Problème d'argent à un instant T de la vie, prostitution, argent qui rentre, la personne se retire. Il y a des gens qui ne le feront qu'une fois, il y a des gens qui ne le feront que 10 fois, et puis il y a des gens qui sont complètement dépendants et qui utilisent ça même comme des compléments de revenus et qui continuent même pendant la vingtaine, la trentaine, jusqu'à ne jamais s'arrêter. Ce qui est fascinant, c'est que quand on voit ces jeunes filles sur les réseaux sociaux, on l'a vu dans le cadre de l'enquête, c'est espèce de bouillie intellectuelle et psychologique. C'est-à-dire que pour beaucoup, elles ne reconnaissent pas que leur activité est une activité de prostitution. C'est une activité au mieux d'escorting, mais on a l'impression qu'elles gèrent les contraires. Elles essaient de créer une espèce de cohérence à ce qu'elles font. Donc souvent, elles revendiquent des valeurs familiales, religieuses, humaines, et en même temps une hyperconsommation de produits de luxe, et en même temps aussi une vulgarité, la mise en avant de leur corps. Tout ça avec des choses qui sont complètement contradictoires. Elles en font quelque chose d'assez logique et elles vous répondent de manière naturelle et elles sont finalement assez sûres d'elles-mêmes. Mais certaines en sont même hyper fières. À partir du moment où elles gagnent de l'argent et quelque part elles se sentent désirables au travers de cette activité. Et c'est ça qui est terrible parce qu'il y a une inversion des valeurs en fait. Tout est mélangé et on voit à quel point ces filles sont perdues en réalité. Parce que quelque part cette activité, lorsqu'elle marche pour certaines, c'est ça pour elles qui fait qu'elles sont quelqu'un même dans la société. Et ce qui est bien pour elles, c'est que comme cet argent n'est pas déclaré en plus, donc elles savent que non seulement elles peuvent s'en sortir, qu'elles peuvent impressionner leurs copines en étant à la marge, puisqu'on est dans la société de l'image, malheureusement on est pris dans ça, elles peuvent montrer leurs sacs, leurs chaussures, leurs voyages ou autres, et elles peuvent avoir accédé à cette vie de rêve qui, il faut le répéter, est promue par certaines influenceuses et certains rappeurs malheureusement. Quelle est aujourd'hui l'ampleur du phénomène et est-ce que le phénomène concerne une catégorie socio-économique plus particulièrement ou est-ce que ça touche à égalité un peu tous les milieux? Alors sur l'ampleur, je n'ai pas de chiffres, mais je dirais cette phrase, la prostitution des mineurs dans la société, c'est comme le téléphone portable en prison, c'est comme le cannabis dans la société, c'est interdit mais il y en a partout. Il y a 2 semaines, j'ai eu le témoignage, je ne vais pas citer le coin, mais au fin fond des Hauts-de-France, où des berlines viennent chercher des filles de 3e à 16 h. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Les professeurs savent de quoi il s'agit parce qu'ils savent que ces voitures n'appartiennent pas aux parents. Donc des filles qui se prostituent. Et ça fait le lien à votre deuxième question. On trouve des filles qui viennent de tous les milieux aujourd'hui. Et par rapport aux organisations, ce qui les intéresse même plus aujourd'hui, c'est d'avoir des filles issues de milieux plutôt bourgeois. Parce que ça permet de faire des tarifications plus chères, parce que de par l'opulence dans laquelle ces filles ont grandi, elles savent peut-être mieux parler, elles savent peut-être mieux présenter.
Donc, elles sont vendues plus cher. Elles sont dans la catégorie gold, avec des filles qui peuvent être tarifées 1 500 € la nuit. Ce sont des cas aussi que l'on traite. Et l'autre chose qui est pernicieuse et qui touche aussi tous les milieux, et c'est quelque chose qu'il faut dire puisque nous sommes sur Omerta et qu'il n'y a pas de tabou, vous avez une clientèle, plutôt classe moyenne supérieure, qui est très friande du profil de la fille d'origine maghrébine, c'est-à-dire cheveux noirs, lissage brésilien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il se peut qu'une fille, par exemple, qui s'appelle Clotilde, qui est brune aux yeux marrons, ou blonde aux yeux marrons, le réseau va lui demander de se teindre les cheveux en noir, de faire le lissage brésilien, de faire un peu d'UV, pour qu'elle puisse ressembler de près ou de loin à une maghrébine. Et certains milieux vont même jusqu'à donner des prénoms d'origine maghrébine à des jeunes filles, parce que ça plaît. Donc vous voyez que ça va extrêmement loin. Et on essaye d'alerter depuis longtemps. C'est pour ça que je vous remercie d'avoir fait ce reportage, parce qu'on est dans une situation qui est gravissime au-delà de ce que l'on pense. C'est un business qui s'est, vous le dites, qui s'est racisé? Bien entendu, même si je n'aime pas trop le terme racisé, mais tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et ce qui se passe, c'est que les réseaux notamment, ils continuent d'exploiter des filles qui sont issues de milieux plus ou moins modestes. Quand je dis plus ou moins modestes, soit quartier populaire d'un côté, soit campagne reculée de l'autre. Mais aujourd'hui, le jackpot, c'est vraiment avoir ces filles qui sont de milieux classe moyenne supérieure, voire bourgeoisie, parce qu'il y a possibilité d'avoir une clientèle un plus bourgeoise aussi justement, et d'avoir des tarifs plus importants. Est-ce que ces filles, elles peuvent sortir facilement d'un réseau, elles peuvent dire c'est terminé, j'arrête, je sors. Est-ce que en général, ça se passe simplement ou il peut y avoir des complications graves? Il y a multiplicité de cas. Ça dépend de l'implication et du nombre de passes que la fille faisait. Il y a des filles qui en sortent très facilement. Il y a des filles qui, pour les réseaux, deviennent indispensables, donc on les menace. Et soit il faut trouver quelqu'un d'autre qui pourra faire autant de passes et rapporter autant d'argent, parce que pour la petite parenthèse, 3 filles qui travaillent bien, et ça c'est un cas que j'ai vu, peuvent en 2 mois rapporter près de 300 000 €. Juste 3 filles peuvent rapporter 300 000 € au réseau. Je connais aussi des filles qui ont été tabassées à mort en essayant de sortir de certains réseaux. Notamment, j'ai une intervenante dans mon association qui vient d'avoir 18 ans, qui est une ancienne escorte, qui a été tabassée à mort en pleine rue lorsqu'elle est sortie du réseau dans lequel elle était, et qui témoigne auprès des jeunes filles et des jeunes garçons de comment est-ce qu'elle est rentrée dedans. Et je peux vous dire que quand elle parle, il n'y a pas une mouche qui vole dans la salle. Et puis, comme je disais juste avant, il y a des filles qui en sortent très facilement, notamment celles qui travaillent de façon tout à fait indépendante. Pour celles qui travaillent seules, c'est beaucoup plus simple que pour celles qui sont dans les réseaux. Avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics, on a une très grosse intervention de la police dans le documentaire qui explique vraiment beaucoup de choses avec des intervenants qui sont concernés et qui font leur maximum pour réduire le phénomène et traduire les groupes criminels devant la justice. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics ont pris conscience de l'ampleur et de la gravité du phénomène? L'ampleur, je sais. Les politiques, par exemple. Ils sont en train d'en prendre conscience, mais trop tard. Vous pensez qu'il est trop tard? C'est complet. Ouais, je pense qu'il est trop tard. Pour moi, c'est exactement comme quand on parle du débat sur la légalisation du cannabis, c'est trop tard. Parce que ça s'est tellement développé aujourd'hui. Demain, vous pouvez faire tomber un réseau, d'accord, mais le nombre de filles qui travaillent en indépendante, le nombre de filles dont les parents ne sauront jamais qu'elles ont été escortes, c'est ça qui est terrible. Et ce qui est terrible, c'est que même lorsque les politiques se rendent compte d'une situation, il y a tellement de lourdeur administrative en réalité que pour que les choses se mettent en place, on va attendre encore quoi, 5 ans, 10 ans? Et les policiers, au contraire, eux, ils sont au courant de ces situations depuis tellement de temps. Et pour aussi discuter avec des policiers, il est terrible de voir que certains peuvent vous dire que lorsqu'il y a des gardes à vue, parce qu'il y a beaucoup d'apprentis proxénètes qui ont 15, 16, 17 ans, mais qui arrivent à faire tourner plusieurs dizaines de filles dans les quartiers où ils habitent, les gars, ils vous disent quoi? Mais on ne comprend pas pourquoi vous nous avez appelés, monsieur. On gagne de l'argent, les filles gagnent de l'argent, tout le monde est heureux, personne ne se plaint, donc tout va bien. Et puis vous avez aussi les filles qui sortent de ces réseaux qui ont peur de témoigner.
ou alors qui témoignent visage caché. Donc en réalité, on ne pourra jamais vraiment remonter aux têtes de réseau quand c'est comme ça. Donc ouais, moi je pense que c'est trop tard malheureusement. Bah alors, la solution, c'est en fait, on ne peut que rester spectateur passif, ou alors il y a des choses à mettre en Non, mais place, il y a des mesures à mettre en il place faut, pour quand même. il faut agir parce qu'il y a les jeunes générations qui arrivent. Et quand je dis jeunes générations, j'aime toujours parler de cas précis. Il y a quelques semaines, je suis en intervention dans une classe de CM2. CM2. Une môme toute gentille, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous savez, monsieur, sur Telegram, j'ai déjà vu des vidéos de viol en CM2. Donc une jeune fille qui est en CM2, qui a l'habitude de regarder des vidéos de viol sur Telegram, qu'est-ce que ça va être quand elle va être au collège? Puisque aujourd'hui, tout se passe au niveau du collège, hein. Le collège est devenu la plateforme du décrochage social, scolaire, culturel et identitaire. C'est vraiment parce que c'est là que l'on recrute, que ce soit pour la prostitution, que ce soit pour le trafic de stupes ou le trafic d'armes. C'est là que ça commence. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler auprès des jeunes générations. Moi, je dis toujours partout où je vais que la société, elle doit s'articuler autour du triptyque prévention, sanction, répression. Mais on manque cruellement de prévention. Et nous, en tant qu'acteurs de terrain, on doit travailler pour que le parcours citoyen du jeune ou de la jeune ne bascule pas vers un parcours de délinquance, de décrochage ou de criminalité. C'est ça la problématique. Mais comme il n'y a pas de prévention, en général, on est appelé à quel moment? Quand le jeune, il est déjà en train de partir en vrille, en fait, ou quand il est déjà tombé. Donc on ramasse les pots cassés. Mais dans la prévention, il faut commencer dès le CM2 sur l'utilisation d'Internet, l'éveil, je ne dirais pas éveil, mais ce qui est fait sur l'éducation à la sexualité, même si je n'aime pas cette terminologie, c'est vraiment important. Pas pour dire aux enfants ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais vu ce que les enfants regardent sur Internet, hein, même une fois j'ai eu une classe de CE1, pareil, les jeunes étaient sur la pornographie en CE1, c'est vraiment quelque chose de terrible. Il faut aborder ces sujets parce que beaucoup de jeunes n'abordent pas ces sujets avec leurs parents. C'est tabou dans la famille. Si c'est tabou dans la famille, quelqu'un d'autre deviendra le mentor de ces jeunes. Si les parents ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants, ça va être un garçon, une fille à l'extérieur. Et quand vous tombez sur un mauvais exemple, ça va vraiment être quelque chose de terrible. Donc il faut axer sur la prévention. Il faut vraiment que les pouvoirs publics investissent massivement dessus. Et malheureusement, ça fait défaut. Il y a un élément quand même psychologique chez beaucoup de ces jeunes filles, c'est que souvent l'autorité parentale, notamment l'autorité paternelle, fait défaut, elle est défaillante ou absente. Et finalement, il y a aussi, on a remarqué, parfois, on le disait, il y a une démarche quasiment volontaire, c'est-à-dire qu'elle, avec quasiment un peu, pour certaines, un syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que, d'ailleurs, vous le disiez, vous avez beau essayer de les sortir de la prostitution, de ces réseaux, en fait, elles vont y retourner, mais pas seulement pour l'argent, aussi parce qu'il y a une dépendance psychologique à leur bourreau. Il y a la dépendance psychologique, mais il y a plusieurs choses que vous aviez dit. Le rapport au père. On sait que l'absence du père, c'est un fléau malheureux dans la société. On le voit bien au niveau des jeunes garçons que des jeunes filles. Mais au niveau des jeunes filles, quand vous avez un père qui est absent ou qui est faussement présent, c'est-à-dire qui est très violent, ou voire qui fait des attouchements sur la fille, des actes incestueux, ça perturbe le rapport à l'homme déjà. Le rapport, il est perturbé. Et les filles réagissent de façon différente. Vous en avez qui ont besoin de retrouver l'amour ou la protection du père dans des bras d'autres hommes, mais des fois d'une façon totalement déséquilibrée, d'où certains phénomènes de prostitution des mineurs. Il y en a qui ont besoin de se sentir valorisés plus qu'il ne faut par l'homme. Donc vous voyez, il y a tous ces dégâts-là qui sont faits, et pareil, il faut un accompagnement psychologique. Mais même là, ça fait défaut, parce que moi, j'ai pu voir des jeunes filles, après je vais en venir sur le syndrome de Stockholm, qui ont pu sortir de réseau, qui sont retournées auprès de leur famille, et souvent c'est les mamans qui tiennent la chose, et qui ont pu voir des psychologues qui n'ont rien pu faire, parce que beaucoup de jeunes filles mentent en plus, mentent ou amenuisent la chose en fait. Donc la psychologue, elle estime, bon, vu que la fille n'est pas suicidaire, c'est bon, on peut passer à autre chose.
mais la fille ensuite elle manifeste tous ces syndromes post-traumatiques et tous ces chocs Oui, émotionnels auprès de la maman, c'est compliqué. oui. Maintenant, par rapport au syndrome de Stockholm, ben, effectivement, quand vous avez l'habitude de gagner, après les sommes peuvent varier, 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois, et que vous vous retrouvez dans une situation où vous gagnez 0 plus 0 égale la tête à Toto et qu'il faut se réinsérer, il faut reprendre les études, il faut recommencer une vie citoyenne tout à fait normale, ben, ce n'est pas évident parce que vous avez eu un train de vie quand même, parce que ces filles, elles ont un train de vie. Et après, revenir au stade où vous ne pouvez plus rien racheter. Donc, il y a cette tentation. Et puis, ces réseaux, ils savent flatter les filles aussi, leur faire comprendre qu'elles sont mûres, qu'en plus, elles sont dans une nouvelle famille, qu'il n'y a que cette nouvelle famille qui pourra les comprendre. Donc, oui, il y a un syndrome de Stockholm qui est présent chez un nombre important de jeunes filles. Il y a une prostitution qui est dédiée vraiment aux mineurs. Est-ce que quand une fille devient majeure, est-ce qu'elle ne perd pas non plus de son intérêt pour ce genre de réseau? Pas forcément, là, il y a pas de loi mathématique dessus. Si la fille, elle rapporte et qu'elle a réussi à fidéliser une clientèle, les gens vont rester. Si la fille, en évoluant, elle passe au stade de rabatteuse, puis de tata ou de nounou, puis si elle aspire à gérer une partie du réseau, donc vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Moi, j'ai eu le cas d'une jeune fille qui a fui Marseille pour vivre dans le nord de la France. Elle était à la tête de son réseau. Elle faisait tourner une vingtaine de filles. Excusez-moi pour l'expression tourner, c'est terrible de parler comme ça. Et elle était en contact avec des réseaux criminels qui l'ont menacée de mort au bout d'un moment pour des histoires d'argent, tu m'as pas donné ce qui était prévu et compagnie. Elle a dû fuir Marseille. Aujourd'hui, elle a refait sa vie, mais elle peut pas redescendre. Donc il y a une multiplicité de cas et il y a quelque chose aussi qui est rattaché auquel on ne fait pas souvent attention. Et c'est là où je reviens pour la troisième fois dessus, l'influence de certains rappeurs. La vie de la criminalité, de l'argent facile, de la défiance de l'autorité. Parce que être aussi escorte, c'est être rebelle à la société aussi quelque part. Dans cette perte de valeur. C'est aussi être rebelle. Je peux faire de... Ah oui, mais c'est terrible. Je sais que c'est terrible. C'est aussi être... Je suis rebelle à mes parents, je suis rebelle à la société, je fais ce que je veux de mon corps et je gagne de l'argent. C'est pour ça que certaines sont fières d'être dedans. Donc voilà, c'est vraiment difficile. Donc cette rébellion, cette corruption intellectuelle par rapport à l'argent facile, il faut rééduquer les jeunes sur le rapport à l'argent. C'est vraiment terrible. La prostitution des mineurs, est-ce que ce n'est pas l'aboutissement d'une, d'un changement de société où finalement le porno est de plus en plus présent, il s'est complètement démocratisé, où la publicité, les émissions de télévision sexualisent en permanence le corps de la femme, où avec la vague 68, finalement, il est interdit d'interdire, et où le plaisir de jouir en fait devient la priorité et quasiment inarrêtable et je dirais n'est pas critiquable. Est-ce que finalement ces jeunes filles ne sont pas les victimes d'un processus, d'une évolution qui en fait est vraiment sociétal et qui est bien au-dessus de juste les réseaux sociaux et Alors, je vous remercie pour cette question. Moi, je fais partie de ceux qui critiquent en partie la révolution mai 68, et j'assume. Je ne dis pas qu'elle n'était pas nécessaire en termes de certaines avancées sociales, de la position de la femme dans la société, oui. Mais ce côté d'il est interdit d'interdire, on sait que ça a permis la prolifération de la pédocriminalité déjà dès cette époque, avec des gens qui pourraient, des Gabriel Matzneff qui étaient reçus sur tous les plateaux télé, qui sont des ordures sans fin, et tant pis pour ce que ça me vaudra comme conséquence de dire ça. Et il n'était pas le seul, parce que lui, il n'est que le haut de l'iceberg. Donc voilà. Et effectivement, on arrive à des années plus tard, où puisqu'il est interdit d'interdire, on est dans la société de l'enfant roi, où le parent, il est décharné, il est désarmé de toute autorité, où dès qu'il va dire une chose, ou dès qu'il va émettre l'idée d'une punition, ben on enseigne à l'enfant qu'il peut aller voir la police ou qu'il peut appeler tel numéro H24. Donc bien sûr que ça joue tout ça. Donc dans cette société où il n'y a plus de notion d'autorité, où il n'y a plus de notion de hiérarchie, au nom de la liberté oui, mais à quel prix? Donc aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont en totale rébellion aussi dans leur famille
Et je ne parle pas de cas où vous avez des parents qui se comportent mal. Vous avez des parents qui se comportent très bien, qui donnent beaucoup d'amour et qui se retrouvent avec des enfants qui sont très difficilement canalisables parce que, comme vous avez dit, il y a les conséquences de mai 68 que l'on vit aujourd'hui, l'hypersexualisation du corps de la femme, la pornographie et la prolifération des réseaux sociaux. Hashtag lifestyle. Hmm. Vous avez eu des cas d'influenceuses qui étaient pris dans ce phénomène et qui avaient besoin pour s'en sortir d'un accompagnement? Alors, je n'ai pas eu de cas, mais il y a des cas connus qu'on ne citera pas d'influenceuses qui ont été escortes, puisque d'autres influenceuses ont même pu témoigner publiquement d'influenceuses qui ont été escortes, notamment dans les pays du Golfe, pour des princes des Émirats arabes unis, qui pratiquaient même des choses très abominables comme la scatologie et compagnie. Ça, c'est vérifié? Ça a vraiment Moi, je ne existé? l'ai pas vérifié, mais au vu de tout ce qu'il y a eu comme témoignage, au vu d'eux, je dirais que sur le terrain, on le sait. Alors, c'est vrai que ça peut sembler très, très aléatoire de dire ça, mais il y a vraiment eu des cas avec des pratiques de scatologie, des pratiques de zoophilie, même quand on parle de ça. Quand on parle de l'utilisation des réseaux sociaux des jeunes, nous, on anime un atelier qui s'appelle « Les dangers de la génération TikTok ». Mais les jeunes, ce qu'ils me disent, regarder sur Internet, des vidéos de décapitation, nécrophilie, scatologie, zoophilie, mais ils regardent ça, ça fait des millions de vues. Ils me le disent. Ils sont sur des boucs Telegram. J'ai même eu un cas, pour vous dire, où j'étais dans un atelier et il y a un jeune au fond de la salle, il est sur son téléphone. 2-3 fois, on lui dit « range ton téléphone ». Il ne le range pas et les cadres du dispositif vont lui choper le téléphone. Et qu'est-ce qu'il y avait dessus? Il regardait une vidéo sur Telegram d'un homme qui était en train d'avoir un rapport sexuel avec une poule. Et ce n'était pas un film, ce n'était pas un montage par intelligence artificielle. Donc déjà, quand via Internet, vous êtes aseptisé à cette violence, moi j'ai des jeunes qui m'ont témoigné, regardez des vidéos de zoophilie avec des chiens, avec des cochons, avec des serpents, et qui reconnaissent que ça les détruit. Il y a une fille que j'ai accompagnée qui malheureusement a subi un viol. Et suite à ce viol, son choc post-traumatique, comment elle le manifeste? Elle regarde des vidéos de nécrophilie sur Telegram. Parce que quand elle voit ces cadavres, elle se voit elle, en fait. Donc quand les jeunes ils sont habitués à voir cette violence, vous êtes totalement désinhibé par la suite. Donc ensuite, il n'y a qu'un pas de la fiction à la réalité, puisque la réalité dépasse la fiction sur Internet. Et c'est pour ça que je dis que la prévention, et aussi alerter les parents. C'est bien beau de donner des tablettes à ses enfants, des téléphones portables pour avoir la paix sociale, comme ça l'enfant il parle plus. Mais moi, combien d'enfants que j'ai pas eu, même en école primaire, qui me disent « à la maison, papa est sur son écran, maman est sur son écran, grand frère, grande sœur est sur son écran, donc moi je reste sur mon écran puisque personne ne me parle. » Des repas de famille, ce ne sont plus les êtres humains qui mangent, ce sont des téléphones portables qui sont au bord de chaque assiette. Et il n'y a plus de moments de qualité. On ne sait plus passer des moments de qualité. Donc un enfant qui voit ça, c'est comme pour partir sur un autre sujet. Tous ces jeunes charcleurs, ces tueurs à gages de 14, 15, 16 ans, mais quand on regarde des vidéos de décapitation matin, midi, soir, quand on est sur Telegram en train de regarder des assassinats des cartels mexicains ou autres, parce que vous avez des cartels d'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est, qui filment leurs exécutions. On met des balles dans la tête, on enterre les gens vivants. Et ça s'est mis sur des boucles Telegram. Et les jeunes, ils ont accès à ça. Et bien, quand on regarde cette violence, cette sexualité débridée, au bout d'un moment, ça fait plus peur. Aujourd'hui, c'est la société du même pas peur. On dépasse ses limites, puisque la société ne met plus de limites. Il est interdit d'interdire, à ce qui paraît. Et moi, ça me fait mal au cœur de dire ça. Parce que moi, je vois la destruction que ça fait chez les jeunes. Beaucoup de personnes ou d'éditorialistes dans les plateaux télé parlent de ces sujets, que ce soit la prostitution des mineurs ou le trafic de stupes, à travers des perspectives chiffrées, des pourcentages. Ils font des enquêtes, ils sont bien contents de dire on a été en immersion dans telle cité ou dans tel endroit. Nous, c'est notre public. Et quand je dis nous, c'est moi et tous les acteurs de terrain qui travaillent. C'est notre public. Ces jeunes, on les a tous les jours. Et on le voit, il n'y a pas assez de prévention dans la société. Donc j'espère vraiment que ce documentaire pourra vraiment être un cri d'alarme. Parce que là, on est à un point de bascule où on est sur la situation peut devenir irrécupérable.
Est-ce qu'il n'y a pas un rôle des acteurs de l'Internet, des GAFAM par exemple, pour justement réguler, contrôler le contenu en ligne? On a parlé beaucoup de Telegram, là, de Mhm. la régulation des contenus de Telegram, parce que beaucoup de boucles, d'ailleurs, on le sait très bien expliqué par Rémi Savary, par Sarah Frick dans le documentaire, c'est que Telegram est une des plateformes qui permet justement la diffusion Bien sûr. auprès d'un très grand nombre de ces contenus criminels. Est-ce qu'il n'y a pas un rôle justement des acteurs de l'Internet pour finalement filtrer et censurer ce qui doit l'être? Il y a un rôle des acteurs de l'Internet, mais on sait très bien qu'ils ne l'assument pas. Et puis, il y a un rôle des pouvoirs publics de mettre pression. Le gouvernement a pu se vanter d'avoir fait fermer le site Coco, par exemple. Absolument. Sarah Frick l'a dit, le site il est toujours ouvert. Coco.cc, cocoland.info. Et quand le site ferme, c'est comme pour lorsque vous avez des sites de films en streaming qui ferment, vous avez un lien qui vous dit, regardez, il y a 10 autres liens qui existent en réalité. Chat.fr, rencontreado.net. Donc effectivement, il faut peut-être mettre des vrais experts aussi sur le terrain et arrêter de chercher uniquement des gens qui ont fait bac+50 pour sortir des notes qui ne nous font pas avancer. Et les vrais experts, ils sont sur le terrain. Ce sont ceux qui s'occupent de ces jeunes, qui les accompagnent et qui les aident à se réparer. Vous voyez évidemment beaucoup de victimes, des profils, vous l'avez dit, très divers, de tous âges. Comment on arrive, est-ce qu'il est possible de réparer la psychologie et l'âme d'une jeune fille ou d'un jeune garçon d'ailleurs qui serait tombé dans la prostitution étant mineur? Et est-ce qu'il y a des cas où on échoue et où on ne peut rien faire? Des échecs, il y en a. Si je vous dirais qu'il n'y en a pas, je vous mentirais. Je vais parler d'un échec, en tout cas d'une situation que j'ai vécue comme un échec, bien que ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas sur le sujet de la prostitution des mineurs, mais c'est quand même lié. Un jeune que j'ai suivi, que j'ai aidé à se réinsérer, qui avait trouvé un emploi. Un jeune garçon. Là, je parle d'un jeune garçon qui avait été dans la criminalité. Mais comme ces sujets sont liés, il ne faut pas croire, c'est trafic d'armes, trafic de drogue, prostitution des mineurs, ça marche ensemble. Parce que même ces filles, elles servent de mules, surtout quand dans les réseaux, elles transportent des armes dans leur sac, elles transportent de la drogue et tout, donc c'est lié. Et c'est pour ça qu'il y a même une sorte de pseudo-mouvement MeToo au sein de ce milieu où la délinquance des jeunes filles arrive. Attention, hein. Notez-le bien, la délinquance des jeunes filles arrive et elles-mêmes vont se mettre à être à la tête de réseau, elles vont se mettre à tirer et tout, ça va être sanglant. C'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup de retard. Ce jeune, il était réinséré, il m'envoie un message via Instagram au mois de décembre. Il me dit « Monsieur Abel, je vous demande pardon, je n'ai pas pu suivre vos conseils jusqu'au bout. » Je lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Je vous écris, et c'est la dernière fois que je vous écris, j'ai fait une bêtise, je vais en prison. » Et il ne m'a plus jamais répondu. J'ai envoyé plein, il ne m'a plus jamais répondu. C'est lui qui a fauté. Mais moi, ça, je le vis comme un échec. C'est comme quand je peux accompagner une fille et que je sais qu'elle retourne dans les réseaux, je le vis comme un échec. Après, je ne peux pas sauver tout le monde, ou les acteurs de terrain ne peuvent pas sauver tout le monde. Mais je le vis comme un échec parce qu'en plus, je me dis qu'on est tellement abandonné par la société en tant qu'acteur de terrain. On est obligé de développer nos méthodologies. On est obligé de devenir des casseurs de code. Parce que vous avez beaucoup de programmes officiels qui viennent des ministères et compagnie qui ne vont pas au fond des sujets. Et aussi, on a des belles réussites. Je vous ai parlé d'une intervenante qui est dans mon association, qui est sortie de ces réseaux, et c'était très dur. Hein, puisque quand elle est sortie du réseau, elle s'est faite tabasser par son proxénète. Mais elle s'en est sortie. Comment vous y prenez? Est-ce qu'il y a une méthodologie pour arriver à sauver des jeunes filles ou des jeunes garçons de la prostitution des mineurs? Il n'y a pas de formule, mais il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Parce que souvent, ce que les jeunes regrettent, et même en dehors des cas de prostitution, ils ont l'impression qu'on parle à leur place. Ils ont l'impression de ne pas être écoutés. Or, la jeunesse, c'est le moment où on a besoin de s'exprimer. Et puis, il y a un décalage. Et c'est pour ça que j'incite les parents à discuter avec leurs enfants et à être au fait
de ce qui se passe chez les jeunes. C'est quoi leur mood, c'est quoi leurs ambiances, c'est quoi les tendances. On doit être un minimum au courant. Parce que c'est une souffrance pour un jeune de ne pas pouvoir échanger avec son père, sa mère. C'est une souffrance souvent. Il y a souvent cette incompréhension générationnelle. Et puis pour accompagner, il faut beaucoup d'écoute, beaucoup d'amour, montrer qu'on ne juge pas la personne. Et puis ne pas hésiter soi-même en tant qu'acteur de terrain, de s'ouvrir sur des choses difficiles que l'on a pu vivre. Après, on n'est pas obligé d'avoir tué, d'avoir été victime d'agression sexuelle ou autre. Mais le jeune a besoin de savoir que la personne qui l'écoute s'ouvre autant que lui ou elle s'ouvre à l'adulte qui lui parle. De lui montrer que moi aussi, je suis passé par des choses. Parce que le défi pour le jeune, c'est quoi? Ou la jeune, quand il sort de ses réseaux, c'est comme si la jeune fille repart de zéro. Donc des fois, il y a le sentiment d'abandon. Quand j'ai envie d'abandonner, quelle est la clé qu'il faut pour redémarrer la voiture et repartir de l'avant? Donc le partage d'expérience, c'est très important. Et pas arriver avec cette posture de professeur, bon, t'es jeune, t'es mineur, je vais t'enseigner la chose. Parce qu'il y a des filles de 12, 13, 14 ans, elles vous racontent ce qu'elles ont vécu. Vous êtes tombé d'ailleurs sur des cas de réseaux de jeunes filles ou de jeunes garçons ayant été intégrés dans des réseaux pédocriminels, par exemple. C'est quelque chose qui existe ou c'est pour vous la pédocriminalité est finalement plus marginale? Moi, je n'ai pas eu ce type de cas. Moi, la pédocriminalité que je traite beaucoup, ce sont en plus des réseaux de prostitution des mineurs, ce sont des cas de violence intrafamiliale, d'inceste, de pères qui abusent de leurs filles, de cousins qui abusent de leurs cousines, d'oncles qui abusent de leurs nièces. Et j'ai des cas avec des confessions dès les classes de 6e, 5e. Donc j'ai des cas comme ça. Donc c'est pareil, il faut accompagner. Et puis il y a des cas qui sont très compliqués parce que des fois vous avez des parents qui sont bien installés, même des fois bien installés dans la société, avec des enfants qui nous font des confidences. Et on sait que les parents ne sont pas au courant, que nous sommes au courant. Donc voilà, on y va vraiment au cas par cas. On y va au cas par cas. Mais pour répondre à votre question par rapport à des réseaux de pédocriminalité directe, mis à part les réseaux de prostitution des mineurs et les cas d'inceste, pour ma part, je n'ai pas eu à traiter d'autres cas. On peut aller aussi, on parle de prostitution des mineurs, est-ce que ça peut dériver même vers, vous parliez d'actes de torture, de barbarie, ou bien sûr, d'esclavage. Ça, c'est quelque chose qui est anecdotique, qui est épisodique, ou c'est quelque chose qui revient Non, quand ça même? existe. Un client qui a les moyens de payer pour avoir la panoplie complète, il suffit qu'il soit un peu tordu, il va le faire. Il va le faire. On a eu des cas de filles qu'on a retrouvées, des cicatrices sur le corps, des piercings, des trous de piercing, vraiment. On a retrouvé des filles en piteux état. Ça existe. Il y a des gens qui payent pour du n'importe quoi. Et c'est pour ça que, si vous me permettez de faire cette digression, plusieurs médias ont parlé récemment de cette pseudo-nouvelle drogue que serait le PTC, le pète ton crâne, qui n'est pas une nouvelle drogue du tout, qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui s'appelle le Buddha Blue en réalité, qui est une de ces drogues de synthèse qui sont produites en Asie, Chine et Inde, que l'on peut retrouver sous la forme de comprimés, en forme liquide ou forme de poudre. Et vous avez beaucoup de cas de jeunes prostituées qui se droguent pour ne pas sentir les actes de barbarie qu'elles subissent pendant les passes. Et ça aussi, ça fait très mal au cœur. Comment est-ce que le grand public, les gens qui nous écoutent, peuvent, pour ceux qui le peuvent, vous aider? Je leur dirais déjà que toutes les personnes qui regardent cette vidéo regardent votre documentaire, très important. Et il faut être plus alerte, surtout notre génération qui est parent, qui a des enfants, que les parents soient alertes sur l'utilisation d'Internet. Tout part de là. Parce que la prolifération d'Internet, qui est une avancée technologique qui est exceptionnelle, il n'y a pas de souci, tant que l'utilisation est positive, mais cette prolifération a exacerbé les fractures générationnelles au sein même des socles familiales. Et les enfants, aujourd'hui, si on ne suit pas, mais ils sont tellement en avance. Ils sont tellement en avance sur l'utilisation, donc il faut vraiment être au fait, regarder autour de soi,
parce que même de façon plus globale, lorsque l'on parle des violences sexuelles, elles restent quand même majoritairement produites par des proches. Donc il faut être vigilant au niveau de nos amis, de nos familles, voir l'attitude de nos enfants quand on voit quelqu'un qui se renferme, quand on voit une fille de 11-12 ans qui a une appétence, qui exprime déjà la volonté de vouloir se faire refaire les seins, de vouloir se faire refaire les fesses, de vouloir se faire refaire le nez, qui rêve d'aller à Dubaï. Ça peut sembler caricatural ce que je dis, mais il y a des petits signes comme ça. Qu'une femme soit sexy, il n'y a pas de problème. Mais même dans ce côté-là, il y a des limites à ne pas dépasser. Abel, merci pour cet entretien, c'était passionnant et si tu es d'accord, on va poursuivre ce travail de salut public, quasiment on peut dire, Ouais. hein, pour essayer d'alerter et d'alerter par l'enquête et par le reportage et par la réflexion. On mettra en lien de la description de cette vidéo les réseaux sociaux et comment joindre, comment aider l'association. Merci d'être intervenu dans le documentaire, chers amis. Ce documentaire de Rémi Savary, Sarah Frick et Salma, vous pouvez le retrouver sur l'application mobile Omerta dans son intégralité. Abel, je te dis à très bientôt. À bientôt. Et merci pour tout ce que tu fais. Merci d'être venu.